Dans les premières lueurs du matin, un grondement presque imperceptible s'est glissé au-dessus des plaines du sud, à peine audible pour ceux qui, en contrebas, commençaient tout juste leur journée. Ce bruit, à la frontière entre le souffle du vent et le murmure d'un moteur, annonçait pourtant l'un des épisodes les plus surprenants de ces derniers mois dans le ciel de la région de Rostov. Plusieurs dizaines d'appareils minuscules, semblables à des oiseaux mécaniques, se sont mis en mouvement, formant une trajectoire calculée avec une précision presque chirurgicale. Rien, à première vue, ne laissait présager ce qui allait suivre. Les habitants ont d'abord cru à un simple exercice militaire, un de plus dans une zone où la routine de la guerre est devenue un bruit de fond. Pourtant, ce jour-là, quelque chose de profondément différent était en train de se jouer. Les premiers militaires russes postés à l'extérieur des villes ont aperçu des points sombres dans le ciel, d'abord trop petits pour être identifiés, puis soudain trop nombreux pour être ignorés. Les sirènes d'alerte se sont déclenchées presque en même temps, un réflexe appris, répété des centaines de fois. Les équipes de défense antiaérienne ont bondi à leur poste, persuadées qu'elles maîtrisaient la situation. Leurs yeux rivés sur les viseurs, leurs doigts prêts sur les gâchettes, elles ignoraient encore qu'elles n'affrontaient pas une menace ordinaire. Les premières salves ont éclaté, traçant des arcs de lumière dans le ciel. Des éclats métalliques ont brillé, témoignant d'impacts réussis. Des cris de victoire ont résonné dans les radios de terrain. Et pourtant, l'opération, dans son ensemble, ne faisait que commencer. Car loin au sud, un appareil différent des autres, plus silencieux, plus discret, suivait une trajectoire parallèle, s'éloignant légèrement de la formation principale. Cet engin-là n'avait pas pour mission de se faire remarquer. Alors que le vacarme des tirs résonnait au nord, il glissait au ras du sol, épousant chaque relief, chaque ombre. Invisible au radar, indétectable au viseur optique, il avançait avec la patience d'un chasseur sûr de son proie. C'est ce contraste, la violence bruyante des interceptions et le silence absolu de cet appareil qui, plus tard, fera dire à certains officiers qu'ils n'ont jamais rien vu d'aussi méthodique, d'aussi précis, d'aussi calculé. Pendant que les canons russes s'échauffaient, les communications internes confirmaient la neutralisation d'un grand nombre d'objectifs. Les chefs d'unité parlaient de succès complet. Les colonnes de fumée montaient dans le ciel, preuve apparente d'une victoire rapide. Mais derrière ces certitudes, quelque chose échappait à la logique de la défense. Car si le nombre de drones détruits semblait impressionnant, aucun radar ne parvenait à expliquer pourquoi certains signaux disparaissaient sans laisser de traces. Ce n'était pas du brouillage, ni un dysfonctionnement, c'était autre chose. Un schéma anormal, presque trop parfait pour être accidentel. C'est dans cette zone grise que l'histoire bascule. À des dizaines de kilomètres du front immédiat, un opérateur ukrainien, concentré derrière son écran, observait la scène avec une froideur clinique. Il notait chaque réaction, chaque mouvement de l'adversaire, chaque changement de fréquence. Ce que les soldats russes croyaient être une attaque de saturation n'était, en réalité, qu'une manœuvre d'envergure, une diversion savamment orchestrée. Le véritable objectif, lui, restait encore hors de portée des regards, mais déjà en marche. Ce premier acte de la confrontation, d'apparence anodine, portait en lui la marque d'une stratégie nouvelle, où la technologie, l'anticipation et la psychologie s'entremêlaient. Dans le vacarme des explosions, au milieu des étincelles et des débris, personne n'avait remarqué le véritable protagoniste de cette histoire. Ce petit appareil, dissimulé sous les nuages bas, avançait implacablement vers un point précis, invisible à tous, connu d'un seul. Et c'est là que commence la partie la plus fascinante, car au moment même où la défense russe croyait reprendre le contrôle, elle venait, sans le savoir, de dévoiler toutes ses cartes. « Dis-moi quand tu veux que j'envoie la partie suivante. » Alors que le calme retombait peu à peu sur les positions russes, la fumée des impacts flottait encore au-dessus des champs. Les soldats, convaincus d'avoir repoussé l'attaque, commençaient à recharger leurs munitions et à réparer les canons chauffés à blanc. Les rapports de victoire s'accumulaient sur les radios régionales. Pourtant, à ce même instant, un silence étrange enveloppait la zone. Dans ce calme artificiel, un drone ukrainien d'un type totalement différent, baptisé FP1, progressait lentement le long d'un cours d'eau. Construit à partir de matériaux composites absorbant la lumière, doté d'un moteur presque inaudible, il semblait se fondre dans le paysage. Les caméras thermiques, pourtant nombreuses, ne captaient rien. Les systèmes optiques, saturés par la chaleur des débris en feu, ignoraient sa présence. Le FP1 glissait,
méthodiques, calculant chaque angle, chaque recoin de terrain susceptible de le masquer. À quelques kilomètres de là, les équipes russes observaient leurs écrans radars saturés d'échos parasites. Les opérateurs, persuadés d'avoir nettoyé l'espace aérien, ne comprenaient pas pourquoi certaines zones restaient noires, muettes, sans retour. Ils attribuaient cela à la fumée, au brouillage ou à un simple bug. Personne ne soupçonnait qu'au même moment, le FP1 traversait cette zone invisible, exactement là où personne ne regardait. Cette manœuvre, résultat de mois d'expérimentation et de calcul, exploitait à la perfection une faiblesse de la défense russe, son habitude de se battre contre ce qu'elle peut voir et non contre ce qu'elle ne perçoit pas. Les systèmes antiaériens Panzer placés en seconde ligne avaient ouvert le feu quelques minutes plus tôt sur les derniers drones visibles. Leurs canons de 30 mm avaient creusé des sillons lumineux dans le ciel, détruisant avec une efficacité froide tout ce qui se trouvait dans leur champ. Mais leur doctrine, figée dans des schémas hérités de décennies passées, reposait sur la détection par altitude. Les radars balayent le ciel, non le sol. Or, le FP1, lui, volait si bas que son signal se confondait avec la végétation. Aux yeux du système, il n'existait tout simplement pas. Cette absence, imperceptible à l'échelle d'un écran, allait pourtant devenir la faille centrale de toute l'opération. Pendant que les commandants russes annonçaient la neutralisation complète de la menace, l'opérateur ukrainien du FP1 ajustait sa trajectoire. Ses doigts glissaient sur les commandes avec une précision presque mécanique. Sur l'écran, la carte s'actualisait lentement. Les lignes de terrain se redessinaient à mesure que le drone approchait de sa cible. Le but de la mission n'était pas de frapper une base, ni d'endommager des radars. L'objectif était bien plus audacieux. Neutraliser un hélicoptère militaire au moment exact où il décollerait pour vérifier le champ de bataille. Cette tactique, d'une audace rare, visait à frapper le cœur même du dispositif de réaction russe. Les minutes passaient. Les Manpads Verba, les redoutables systèmes portatifs russes, balayaient le ciel à la recherche de tout mouvement résiduel. Leur tête chercheuse, d'une sophistication remarquable, distinguait le vrai du faux à partir de signatures thermiques complexes. Pourtant, aucun signal n'accrochait le FP1. Son moteur électrique émettait une chaleur infime, son fuselage, d'une teinte grise, reflétait à peine la lumière. Les opérateurs au sol voyaient défiler des dizaines de points sur leurs écrans, la plupart issus de débris encore incandescents. Le chaos visuel brouillait leur jugement. Un soldat, posté sur un toit, crut apercevoir une ombre glissant près du sol, mais la perdit aussitôt. Personne ne prêta attention à cette silhouette fugace. Quelques instants plus tard, à l'autre bout de la ligne, un hélicoptère Mi-8 se préparait à décoller. L'ordre était clair: survoler les zones d'impact, vérifier les destructions, transmettre des images au commandement. L'équipage, expérimenté, ne s'attendait à rien d'inhabituel. Le ciel semblait dégagé, les rapports de tir confirmaient la réussite totale de la défense. Le pilote effectua les dernières vérifications, les turbines montèrent en puissance, et la machine s'éleva dans les airs, dans un ronronnement régulier. Pour les observateurs au sol, c'était un simple vol de reconnaissance, une routine parmi d'autres. Mais à des kilomètres de là, sur son poste de contrôle, l'opérateur ukrainien repéra le signal visuel de l'hélicoptère. À travers la caméra stabilisée du FP1, il aperçut, entre les branches, le reflet d'un rotor tournant. Il ajusta immédiatement son cap, inclinant légèrement le drone vers l'est, calculant une trajectoire d'interception. Son visage restait impassible, son regard fixé sur les chiffres défilant sur l'écran. À chaque seconde, la distance diminuait. L'appareil, guidé par un système de navigation inertielle autonome, compensait la perte intermittente de signal due au brouillage radio. Il avançait en silence, profitant de la confiance de l'adversaire, désormais certain d'avoir remporté la bataille. Les secondes s'égrenaient. Le FP1 volait à quelques mètres du sol, épousant les contours du terrain. Le moindre mouvement brusque aurait pu trahir sa présence. Le pilote ukrainien savait que la réussite de la mission dépendait d'une approche lente, calculée, invisible. L'hélicoptère russe, de son côté, survolait calmement les zones de débris, son équipage concentré sur les restes encore fumants des drones abattus. Aucun d'entre eux n'imaginait qu'un autre appareil, minuscule et silencieux, se rapprochait inexorablement par l'arrière. Lorsque le FP1 entra dans la phase terminale, la tension dans le poste de contrôle était palpable. Le signal vidéo se mit à vaciller légèrement,
perturbé par un système de brouillage actif, le Psylocke, déployé par les Russes pour empêcher toute communication ennemie. Mais cette fois encore, la technologie ukrainienne fit la différence. Le drone, équipé d'une liaison sécurisée et d'un algorithme de correction automatique, réussit à maintenir la connexion. Les images tremblaient, mais restaient lisibles. L'opérateur, respirant lentement, garda son calme. Il savait que la marge d'erreur se réduisait à quelques secondes. Sur l'écran, l'hélicoptère grandissait peu à peu. Le FP1, à moins de 300 mètres, volait désormais dans l'angle mort parfait, juste derrière la queue du Mi-8. Aucun capteur russe ne pouvait le détecter à cette position. Le bruit du rotor couvrait totalement celui du petit moteur électrique. L'opérateur ajusta la vitesse, corrigea de 2 degrés, aligna l'appareil sur l'axe central du rotor principal. Tout était prêt. Le FP1 montait lentement, son objectif désormais verrouillé. En une fraction de seconde, l'impact eut lieu. Le drone toucha le point précis qu'il visait, le mât central reliant le rotor au fuselage. La charge dirigée explosa, projetant un nuage de fragments dans les engrenages. Les pales du rotor se disloquèrent presque instantanément. L'hélicoptère, privé de contrôle, bascula en spirale. En quelques secondes, il heurta le sol, soulevant un nuage de poussière et de fumée. La scène fut brève, brutale, mais étrangement silencieuse sur les écrans ukrainiens. Le signal vidéo se coupa au moment de l'explosion, ne laissant qu'un dernier flash de lumière avant le noir. Ce qui venait de se produire marquait un tournant inattendu. Alors que la Russie croyait avoir neutralisé l'ensemble de la menace, elle venait de perdre un de ses appareils les plus robustes, au cœur même de son propre espace aérien. Le drone ukrainien, conçu pour passer inaperçu, avait réussi là où des escadrons entiers avaient échoué. Et surtout, il avait exposé les failles d'un système que l'on croyait infaillible. La victoire ne se mesurait pas au nombre d'appareils détruits, mais à la compréhension du champ de bataille. Et dans ce domaine, l'Ukraine venait de démontrer qu'elle avait pris une longueur d'avance, non seulement technologique, mais aussi psychologique. Tandis que les équipes russes tentaient de comprendre ce qui s'était passé, leur radar affichait un vide total. Aucun signal ne permettait d'expliquer l'explosion. Aucun rapport ne pouvait désigner un assaillant. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'un hélicoptère venait de s'écraser et que, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi était encore là, invisible, patient, silencieux. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle de la chute de l'hélicoptère se répandit avec une rapidité saisissante au sein des réseaux militaires et des chaînes de communication internes. Les premières hypothèses faisaient état d'une défaillance mécanique, peut-être liée à un fragment de débris ayant pénétré le rotor. Mais les ingénieurs, en analysant les transmissions et les enregistrements radars, comprirent vite que l'explication ne tenait pas. L'impact avait été net, précis, d'une symétrie trop parfaite pour être le fruit du hasard. Un projectile venu de nulle part, sans trace de trajectoire détectable, sans alerte préalable, avait frappé l'hélicoptère exactement au point le plus vulnérable. Cette précision ne pouvait être qu'intentionnelle. Ce constat glaça les responsables régionaux, car il signifiait qu'une nouvelle catégorie de menaces venait de se révéler au grand jour. Au quartier général régional, les écrans affichaient toujours des zones vertes. Aucun signal hostile n'était enregistré. Les opérateurs, incrédules, observaient les images des drones de surveillance envoyés après le crash. Le champ de débris montrait un impact venant du dessus, avec un cône de fragmentation régulier et concentré. Les pales arrachées, dispersées à plusieurs centaines de mètres, témoignaient d'une explosion interne à la tête de rotor, non d'un tir venant du sol. Les analystes comprirent que le coup avait été porté depuis les airs, par un appareil qui n'avait jamais figuré sur leur système. À cet instant, le doute devint certitude. Un drone ukrainien, non détecté par la défense intégrée, avait traversé tous les niveaux de protection. Cette révélation souleva des questions fondamentales dans les cercles militaires russes. Comment un seul appareil avait-il pu contourner les canons automatiques, les radars du Panzer, les capteurs optiques des équipes Verba et même le brouillage électronique du système Psylocke? Les réponses, quand elles commencèrent à émerger, furent plus troublantes encore. L'analyse technique montra que le FP1 n'utilisait aucun protocole de communication conventionnel. Sa navigation reposait sur une combinaison d'inertie et de traitement visuel lui permettant de voler indépendamment de tout signal GPS. Son revêtement absorbait la lumière et la chaleur, le rendant invisible aux capteurs thermiques. Et surtout,
Son profil géométrique minimisait toute réflexion radar. En clair, le drone ne cherchait pas à tromper les défenses. Il ne leur apparaissait tout simplement jamais. À Kiev, les ingénieurs du Centre de recherche aéronautique observaient la séquence enregistrée avant la perte du signal. Leurs visages restaient impassibles, mais leurs regards traduisaient une satisfaction contenue. Cette opération, dont le nom de code n'a pas été révélé, représentait le point culminant de mois de développement secret. Le FP1 n'était pas un prototype improvisé, mais le fruit d'une coopération étroite entre plusieurs entreprises spécialisées dans les technologies de vol autonome. Chaque détail, du choix du matériau composite à la forme de l'aile, avait été pensé pour une seule mission: infiltrer et frapper. L'attaque réussie confirmait ce que beaucoup espéraient sans oser le dire publiquement. L'Ukraine venait d'ouvrir un nouveau chapitre dans la guerre électronique et aérienne. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les premières vidéos du crash commencèrent à circuler. On y voyait, floue mais identifiable, la silhouette d'un Mi-8, plongeant brusquement avant de disparaître derrière une colline. Les médias russes parlèrent d'un incident technique. Les chaînes ukrainiennes, elles, restèrent muettes, se contentant de relayer des communiqués vagues sur une « opération réussie ». Pourtant, dans les milieux spécialisés, l'analyse ne laissait aucun doute. Ce qui s'était produit dépassait largement le cadre d'une simple attaque de drone. Il s'agissait d'une démonstration stratégique. Les experts occidentaux, à Washington comme à Paris, commencèrent à s'interroger sur la portée de cette nouvelle génération d'appareils. Les drones classiques, bruyants et vulnérables, reposaient sur le nombre. Le FP1, lui, reposait sur l'invisibilité. Ce renversement de logique redéfinissait le rapport entre défense et attaque. Un seul engin, bien dirigé, pouvait désormais accomplir ce qu'une escadrille entière échouait à faire. Et surtout, il exposait la fragilité des systèmes fondés sur la visibilité et le contrôle total de l'espace aérien. Dans les heures qui suivirent, les services de renseignement russes renforcèrent leurs patrouilles aériennes et ordonnèrent la mise à jour des logiciels de détection. Mais cette précipitation ne fit qu'accentuer la confusion. Chaque mise à jour, chaque réglage supplémentaire ajoutait du bruit dans les systèmes. Les radars détectaient des ombres inexistantes. Les capteurs thermiques confondaient des reflets de chaleur avec des menaces réelles. Les opérateurs, épuisés, doutaient de leurs instruments. Dans plusieurs régions, des tirs furent déclenchés contre des illusions, oiseaux, nuages, reflets solaires. Le ciel lui-même semblait devenu suspect. À mesure que les heures passaient, la portée symbolique de l'attaque prit le dessus sur son aspect militaire. L'incident de Rostov ne fut plus seulement une défaite tactique, mais un avertissement clair. Aucune forteresse technologique n'est infaillible. Le message envoyé par Kiev n'était pas celui d'une supériorité absolue, mais celui d'une nouvelle approche. La guerre du silence, de la ruse, de l'économie de moyens. Ce que les radars ne voient pas, ce que les opérateurs n'entendent pas, peut changer le cours d'une bataille. Dans les jours suivants, plusieurs responsables militaires occidentaux saluèrent discrètement la maîtrise technologique de cette opération. Le FP1 était la preuve tangible que la stratégie ukrainienne reposait désormais sur l'intelligence et la précision, plutôt que sur la quantité. En parallèle, des discussions confidentielles furent engagées entre les alliés pour étudier la possibilité d'adopter des technologies similaires. L'idée d'une génération de drones autonomes, capables d'opérer sans repères satellites, devint un sujet central des réunions stratégiques. Pour la Russie, l'événement marqua une fracture dans sa doctrine de défense. Ces systèmes, jusque-là conçus pour répondre à des menaces visibles et centralisées, se retrouvaient dépassés par un adversaire qui avait compris que la véritable force ne réside plus dans la puissance brute, mais dans la discrétion. À Moscou, des rapports internes reconnurent que la stratégie ukrainienne avait réussi à transformer une faiblesse structurelle en avantage décisif. En s'appuyant sur des unités légères, adaptables et presque invisibles, elle imposait un nouveau paradigme. Dans les coulisses diplomatiques, cette opération devint aussi un signal. Elle montrait à la communauté internationale que l'Ukraine, loin d'être uniquement en position défensive, maîtrisait désormais des outils de frappe capables de déstabiliser ses adversaires sans violer directement les lignes conventionnelles de combat. L'effet psychologique fut immense. La peur d'un ennemi invisible, impossible à localiser, s'installa dans les esprits des troupes postées près de la frontière. Et pendant que les débats enflaient, les ingénieurs ukrainiens poursuivaient leur travail. Dans un hangar anonyme, un second FP1 était déjà en préparation.
Les améliorations prévues concernaient la portée du signal, la stabilité optique et l'autonomie de vol. Rien n'était laissé au hasard. Le succès de la première mission ne marquait pas une fin, mais un commencement. La guerre moderne entrait dans une ère où la précision et le silence prenaient le pas sur la force et le bruit. Ainsi, dans les champs calmes du sud, là où le crash avait laissé une trace noire dans la terre, la poussière retomba lentement. Le vent dispersa les restes brûlés de l'hélicoptère, et quelque part, dans un centre de commandement, un opérateur effaça les dernières lignes de la mission de son écran avant de le mettre en veille. Le ciel semblait vide, mais ceux qui avaient vu, compris et appris savaient désormais qu'ils ne le seraient plus jamais vraiment.